Bonjour ou rebonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième table ronde de l'après-midi dans cette salle. On va maintenant parler de nomadisme, puisque le titre de cette table ronde est une question, ou pas d'ailleurs. Demain, nous serons tous des travailleurs nomades. Avec moi pour traiter cette question, trois intervenants que je vais vous citer dans l'ordre de passage. François-Xavier Marquis, qui est consultant et qui va nous parler, que je ne me trompe pas, d'esprit nomade. Parce qu'en fait, j'arrive pas à me relire quand j'écris. Ensuite, Floriane de Saint-Pierre, au milieu. Donc, je ne divulguerai pas ce que dira Floriane, ça sera la surprise. Voilà. Mais ça va parler aussi de nomadisme, c'est un scoop. Enfin, Joyce Ventura, qui est réalisatrice, et elle aussi, qui s'est définie comme une nomade génétique. Voilà. Évidemment, si vous n'étiez pas aux précédentes tables rondes, pour poser des questions, il faudra aller ensuite, après cette table ronde, dans l'espace Meet the Speaker. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à nos trois intervenants. On en a à peu près pour 3 quarts d'heure. Et bien c'est parti. À vous de jouer. Un micro. Prenez un ici. Voilà. Moi, je m'en sers celui-là pour vous interrompre. Bonjour. Franchement, quand je suis arrivé ici, je me suis demandé pourquoi j'allais vous parler du nomadisme. Parce qu'au final, ce n'est pas le fait d'être venu de Saint-Nazaire pour venir jusqu'au Havre qui peut me permettre de me justifier du nomadisme. Pas plus d'ailleurs que mes fonctions antérieures où j'ai dirigé des OPCA, des chambres de commerce, organismes de formation, organismes patronaux. C'est pas très mouvant tout ça. Alors peut-être que c'est parce que quand j'ai quitté mes fonctions de dirigeant il y a 2 ans, je me suis acheté un camping-car. J'ai boosté tous les outils de communication, j'y ai mis mes clubs de golf et j'ai fait mon métier de consultant à 70% des parkings des clubs après le 18e trou. Authentique. Mais parlons plus sérieusement. Les années 60, début des années 70, c'est le début du voyage. Pour moi, c'est à 14 ans le tour de Corse, à 15 ans le tour de la Sicile et un certain nombre d'autres voyages qui m'ont fait découvrir ce qu'était le vagabondage. Le vagabondage si cher à des gens prestigieux, Rousseau, Nietzsche, Gandhi, merci pour moi. Bon, moi c'était un petit peu moins. Ensuite, plus tard en Afrique, j'ai découvert ce qu'étaient les migrants. Vous savez, ceux qui peuvent plus vivre à un endroit et qui se déplacent pour trouver un endroit où ils peuvent vivre. Et à l'opposé, en allant en Pologne sous Jaruzelski, en convoi humanitaire, j'ai au contraire découvert ceux qui n'avaient pas le droit de bouger. Mais tout ça, toutes ces expériences, en fait, ça relève du déplacement. Et c'est pas ça le nomadisme. Le nomadisme, moi, je l'ai découvert au travers de 2 expériences presque initiatiques et qui n'ont strictement rien à voir l'une entre elles. La première, en 1981, je pars de Dakar avec mon sac à dos et je veux aller voir une tante missionnaire au Tchad. Et je suis parti. Et là, j'ai marché avec les nomades. J'ai marché avec les Touaregs, j'ai marché avec les Peuls, j'ai marché avec ceux qui marchent pour vivre, ceux qui accompagnent leurs troupeaux, ceux qui sont obligés de suivre les ressources pour exercer leur métier. Deuxième expérience, elle n'a strictement rien à voir. 1994, je suis dans une chambre de commerce à Nantes et on me demande de m'occuper d'Internet. Le hasard hasard familial, veut que le 31 décembre 1914, je suis devant un écran informatique en train d'échanger des vœux. Vous me direz, ça n'a rien de nouveau, ça, maintenant. Avec les pays de l'Est récemment libérés, puis ça a été l'Allemagne, puis ça a été la France, puis ça a été l'Angleterre, puis rien. Le 1er janvier 1995, était en train de traverser l'Atlantique. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose absolument incroyable. D'abord, j'avais mis le doigt physiquement sur ce qu'était le décalage horaire. Je ne l'avais jamais vu avant. C'est une révélation. Et surtout, la deuxième révélation, c'est de se dire, mais il n'y a plus besoin de déplacer les personnes. Les choses, les idées, les biens, tout est amené aujourd'hui à se déplacer. Et ça a été l'un des 2 vecteurs de ma vie, depuis maintenant quasiment 22 ans, à 1 mois près. Et c'est sans doute ça, pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Le nomade, c'est celui qui se déplace perpétuellement pour réaliser sa vie.
Dans le nomade traditionnel, c'est simple, hein, on voit tout à fait la personne sur son chameau qui va d'une oasis à une autre. Dans le nomade moderne, c'est différent. Les nouvelles technologies ont cette capacité, elles, à déplacer les choses. Et c'est plus tellement vous qui êtes amené à vous déplacer, mais c'est les choses autour de vous qui se déplacent les unes après les autres et qui viennent vers vous. C'est là le nomadisme moderne auquel on est confronté aujourd'hui. Ma génération est à l'opposé sans doute, et je l'espère, la dernière de l'apogée du stock. Vous savez, ces gens qui empilent. Le stock, la sédentarisation, a énormément de mal avec les nomades. D'ailleurs, encore de nos jours, on considère que de sédentariser un nomade est une source de progrès. En se sédentarisant, le monde marginalise le normal. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai hurlé dans ma vie à entendre perpétuellement « Ah ouais, mais un homme comme un normal, il ne fait pas comme ça. Bah non, il ne fait pas comme ci. Il n'a pas la bougeotte. » On a tellement de mal avec le nomade que dans l'entreprise, dans les années 80, vous savez comment on les a appelés? Les marginaux sécants. C'est joli, hein, et ça dure toujours. Mais franchement, si nos ancêtres, dans leur château fort, avaient rejeté les troubadours, où est-ce que serait notre culture? Les technologies, aujourd'hui, vous permettent de recréer ce que moi j'appelle l'esprit nomade. Oh, ce n'est pas le nomadisme obligatoire tel qu'on le voit habituellement, c'est simplement le fait que vous n'avez plus besoin de vous déplacer puisque les choses viennent autour de vous. Vous êtes aujourd'hui dans une économie qui a quelque chose de fondamental. On la connaît mais on ne la prend pas assez bien en compte. Elle a supprimé la notion de l'espace et du temps. Ce qui fait que les choses peuvent se déplacer à une vitesse absolument considérable. Et là, on rentre dans l'ère du flux. Dans les années 70, sur le plan économique, on valorisait une entreprise sur quoi? Sur ses immobilisations. On est passé au CA, on est passé à la valeur ajoutée, on est passé à la marche. Et aujourd'hui, sur quoi on valorise? Sur la vue, sur le flux. Pas une start-up aujourd'hui n'aurait été capitalisée il y a 20 ans. La vue, le flux, là, ce sont deux valeurs essentielles de l'esprit nomade. Parce qu'il ne faut pas croire, ce n'est pas le travail à distance, l'esprit nomade. Le travail à distance, c'est un déplacement de la sédentarisation. À la limite, c'est plus une migration. Mais ce n'est pas ça, le nomadisme. Le nomade, c'est quelqu'un qui est porteur de richesse et de savoir. Il n'est pas riche ou pauvre, contrairement à ce que croit souvent le sédentaire. Il est juste porteur. Il y a danger à fermer la porte à un nomade parce qu'on ferme la porte au nouveau. On ferme la porte à l'intelligence, on ferme la porte à l'humain. Le nomade, c'est un acteur de la créativité. Alors là, vous allez dire, merde, où est-ce qu'il va chercher là? Pourquoi c'est un acteur de la créativité? Parce qu'il transporte des choses qu'on ne connaît pas à un endroit et il l'amène à un autre endroit. Il fertilise le innovare, le nouveau dedans. Et le nouveau dedans, c'est la définition même de l'innovation. Le nomadisme, de façon générale, c'est la capacité à ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles manières de comprendre, de nouveaux modes de tolérance. N'ayons pas peur d'être nomade. Par contre, le nomade, il a des risques. Alors, traditionnellement, excusez-moi la carte postale, hein, sur son chameau, le nomade, quel est son risque? C'est de se faire refluer de l'oasis suivante et de se perdre dans le désert. Et le nomade moderne, c'est quasiment la même chose. Son risque, c'est de ne pas trouver la bonne information. Et son risque, c'est de se perdre dans l'immensité des données qui lui sont offertes. Exactement la même notion de risque. Qu'est-ce qui fait le nomade traditionnel? Il partage. Il partage son eau, il partage son pain, il partage sa tente. Parce qu'il sait très bien que s'il ne partage pas, à ce moment-là, il se met en danger lui-même. Et qu'est-ce que nous avons à faire, nous, dans ces nouvelles technologies? L'économie du partage. L'économie collaborative. Celle qui va nous permettre d'échanger et de construire ensemble. Toute donnée nomade, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, qu'elle soit information, a vocation à être partagée. Seulement, les valeurs de l'économie du stockage, elles ne sont pas faites pour ça. Donc il va nous falloir réinventer une économie positive qui va nous permettre de valoriser ces flux. Alors ne croyez pas que c'est l'économie qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'y crois pas. Quand vous voyez des entreprises qui capitalisent sur quelques personnes qui s'enrichissent sur le partage des autres,
Je n'appelle pas ça l'économie nomade et encore moins l'esprit collaboratif. Quand vous voulez voir du collaboratif, regardez toujours où va l'argent, vous verrez si c'est du collaboratif ou c'est au contraire de l'économie du stock qui vient cannibaliser l'économie du flux. Quel avenir pour notre économie si on n'est pas capable de créer de nouveaux concepts? Le thème, c'est « Demain, nous serons tous des nomades ». C'est un mauvais thème. Nous sommes tous des nomades. Vous avez tous lu Le bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Vous êtes nomades sans le savoir. Oh, ce n'est pas vos petits outils de téléphone et leurs applications nomades qui sont nomades. D'ailleurs, posez-les sur le bureau. S'il n'y a pas de voleur, vous les retrouvez dans 48 heures. Non. Prenez votre téléphone, branchez votre tablette dès que l'écran s'allume. Alors là, vous plongez dans un monde nomade. Vous plongez dans l'immensité du monde en mouvement sur lequel, quoi qu'il arrive, vous êtes embarqué. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de mon camping-car et vous ne le faites pas simplement pour Pokémon Go. C'est ça l'avenir. Par contre, qu'est-ce qu'on va en faire de ce monde nomade, de cet esprit nomade? Et pour ça, j'aimerais terminer par 2 phrases du président de la République qu'il a eues après les attentats de Charlie Hebdo, au moment où il a lancé la grande école du numérique que j'ai eu le plaisir de réaliser pour lui avec Stéphane Distinguin et Gilles Roussel. Ces 2 phrases, c'était « Mais si ces technologies ne rassemblent pas, alors elles vont faire diverger. Si elles divergent, elles vont isoler. Si elles isolent, elles vont radicaliser. » Et sa deuxième, c'est de dire « Mais pour ramener des gens dans la société, certes, il faut le faire par la technique, mais il faut surtout le faire par le savoir et la formation. » On sait bien tous depuis des générations que la technique, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Hein, c'est la façon dont on se l'approprie qui est bonne ou mauvaise. Alors, pour le nomadisme créé par ces nouvelles technologies, est-ce qu'on aura la capacité de créer l'économie positive pour faire converger les hommes et les femmes? Franchement, je crois que c'est le défi auquel on est confronté aujourd'hui. Merci. Merci, Xavier. Alors ce défi, comment le relève-t-on? Bonjour, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va peut-être revenir juste sur l'image d'avant, voilà, sur cette image-là. On va venir, non, on va rester sur cette image-là. En fait, je vais commencer par vous dire où j'ai passé mes dernières journées. J'ai atterri hier matin d'Afrique du Sud. Je n'avais jamais été en Afrique du Sud. Et en fait, s'exposer à l'Afrique du Sud m'a beaucoup fait réfléchir avant de vous rencontrer aujourd'hui et sur ce thème de « Demain, nous serons tous des travailleurs nomades ». Quand on apprend, quand on vous dit l'histoire de l'Afrique du Sud, on apprend effectivement que l'Afrique du Sud, si j'ai bien compris, a été constituée effectivement à partir du XVIIe siècle de migrants qui sont arrivés au Cap et que dans cette région-là du Cap, il y avait des nomades qui vivaient de la cueillette et de la chasse. Et en fait, quand on voit effectivement l'histoire du XXe siècle de l'Afrique du Sud, on se dit, mais comment est-ce que des hommes et des femmes ont pu effectivement infliger tant de douleurs alors que finalement ils sont tous arrivés à un moment ou à un autre sur cette terre. Alors, j'étais en Afrique du Sud parce que j'ai mon nomadisme à moi et j'ai besoin effectivement de m'exposer et de rencontrer, de m'exposer au travail des artistes. Il y a eu une phrase que j'ai beaucoup aimée, je crois que c'est Jean Doisy du Palais de Tokyo, qui est le directeur du Palais de Tokyo, qui me l'a dit un jour, je suis presque sûre que c'est lui, et il m'a dit « Les artistes, c'est comme les phares des voitures, ça voit devant ». Alors j'ai trouvé cette phrase absolument formidable, parce qu'effectivement, quand on allume ces phares, c'est qu'on est dans l'obscurité, et il est vrai que quand on regarde les mouvements artistiques, finalement, les artistes qui sont restés, ils n'ont jamais été dans la répétition, ils ont été dans l'innovation, ils ont été dans ce nomadisme de l'aventure, de ne pas savoir où ils allaient. Donc pour faire
pour réfléchir, je suis entrepreneur, pour réfléchir, j'ai besoin effectivement de me confronter, de rencontrer des artistes. Donc j'y allais. J'allais en Afrique du Sud à l'occasion de la Joburg Art Fair, qui est la plus grande foire d'art contemporain à Johannesburg. Et là, j'ai eu le plaisir, à l'occasion de cette foire, de rencontrer beaucoup d'artistes. Et nous avons la chance aujourd'hui, puisque lundi matin, j'étais dans son studio. Vous pourrez, je ne peux que vous encourager d'aller voir la formidable exposition L'autre continent, qui est dédiée aux femmes artistes africaines. Et Sue Williamson, que j'avais le plaisir de rencontrer lundi matin, est venue spécialement pour ce forum et pour cette exposition. Ce sont des grandes chances. Et puis, je continuais effectivement mon tour de galerie et je découvrais le travail de Julia Rosa Clark, que je ne connaissais pas, à la galerie What If the World Gallery. Alors, si on passe à l'image 2, je commence à regarder de plus près le travail de cette femme qui ne travaille qu'avec des collages. Et ces collages sont très politiques, très sociétaux, très politiques. Et puis, en approchant encore, on va passer à l'image suivante. On va passer à cette image-là. Peut-être que certains d'entre vous pourront lire ce qui est écrit. Et elle a collé « What skills do one need to survive in the new century ?» De quelles compétences, de quelles qualités avons-nous besoin pour survivre dans ce nouveau siècle? Et en fait, cette phrase a résonné très fortement en me disant « Mais en fait, que veut dire être un travailleur nomade? Est-ce que c'est une question de travail ou est-ce que c'est une question de talent ?» Et le fait que ça vienne d'artistes qui aujourd'hui, effectivement, sont des personnes qui n'ont pas de travail. Elles ont le travail que leur talent leur permet d'avoir. Elles sont leur propre système économique, me faisait beaucoup réfléchir. Donc dans ce cas-là, avant de savoir si on peut débattre pour être pour le fait qu'on ait des travailleurs nomades ou contre le fait d'être un travailleur nomade, je m'intéresse à l'étymologie. J'ai beaucoup aimé que vous reveniez à l'étymologie du mot innovare. Et donc, j'ai regardé l'étymologie du mot travail. Alors, d'abord, elle n'est pas très claire. Même quand on regarde sur Wikipédia, elle n'est pas très claire. On trouve une étymologie, sur Wikipédia, qui vient du latin du mot tribulare. Donc, le mot tribulare, c'est le mot tribulation, c'est le mot tourment, c'est le mot souffrance. Et d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, vous verrez une image absolument un peu, vraiment très du 19e siècle, du début du 20e siècle, de l'industrie des forges ou de l'industrie automobile. Donc, qui a envie aujourd'hui, finalement, de se définir comme un travailleur? Et d'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi travailler, pourquoi travailler. Après, on peut regarder, et c'est ce que j'ai fait, l'étymologie. On peut regarder effectivement l'étymologie du mot, de ce que les artistes produisent. Et finalement, les artistes, ils produisent quoi? Ils produisent des opus, ils produisent des œuvres. Et quand vous allez sur Wikipédia, vous trouvez que l'origine, l'étymologie du mot œuvre, c'est le mot effectivement opus. Et là, en regardant sur Wikipédia, vous trouvez 3 magnifiques images. Vous trouvez l'image de Duchamp, enfin Wikipédia français, vous trouverez l'image de Duchamp et de l'urinoir de Duchamp. Vous trouverez une photo d'une magnifique, effectivement, plafond d'une mosquée. Vous trouverez un château de la Loire. Et en fait, c'est beaucoup de travail de faire ces œuvres. Mais en revanche, elles sont perçues comme des œuvres. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes en 2016. Nous sommes depuis 16 ans dans le XXIe siècle. Et à la phrase « demain, nous serons tous des travailleurs nomades », bien sûr, je dis également « aujourd'hui, nous sommes tous déjà des nomades ». Les salariés des entreprises sont nomades.
les salariés des entreprises sont nomades, mais au sein de l'entreprise, le travail est nomade. Et je fais référence à la notion de travail accompli en dehors de postes de travail fixes. Et les technologies digitales, bien sûr, sont elles-mêmes nomades. Aujourd'hui, nous le savons malheureusement tous, 245 millions de migrants en 2015, selon l'International Migration Report des Nations Unies. Donc nous sommes dans un siècle qui fait face à des niveaux de migration politique, économique, religieuse, climatique, jamais vus et en croissance constante. Aujourd'hui, le taux de chômage moyen des pays du G20 s'élève à 6,9% et de l'Union européenne à 9,8%. Alors, que pouvons-nous faire ? Ma pensée, c'est de dire, si nous pouvions innover et penser non plus en termes de triboularé, mais en termes d'opus, d'ouvrages, d'œuvres, de talents et de liberté. Alors, effectivement, 3 questions se posent. La première question, c'est celle de Julia Rosa Clark. Comment puis-je identifier le talent qui me permettra d'être autonome, de survivre, de vivre et de passer du triboularé à l'opus? Et ça, je pense que c'est des vraies questions pour l'éducation, pour les institutions, des vraies questions pour tous ceux qui s'adressent à la jeunesse et qui ont une responsabilité. La deuxième question, c'est de garder son talent dans le continuum de l'adaptation à la société. Et là, c'est de se dire qu'à chaque période de l'histoire, il y a eu des talents qui ont trouvé une audience, et puis ces talents ont dû évoluer et s'adapter. Et c'est de comment, effectivement, la société permet, notamment par la formation, aux talents de s'adapter. La troisième question est importante, très importante. C'est comment, grâce à son opus, être visible. Et la question de la visibilité, qui est rendue possible par le digital, mais il y a beaucoup de bruit sur le digital, reste, à mon sens, aussi au cœur, parce que quand il y a trop de bruit, c'est difficile également d'être visible. Alors, que faire ? Nous sommes dans un siècle qui a inventé Facebook, LinkedIn, Upwork. LinkedIn est présent dans 200 pays, à 450 millions de membres. Et aujourd'hui, un membre s'inscrit toutes les 2 secondes sur LinkedIn. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. En tout cas, c'est un fait. Et la démographie des jeunes est une des plus fortes représentées sur LinkedIn. Ceci est un point qui répond à la visibilité. Dans mon domaine, je crois beaucoup à la théorie des gouttes d'eau. Parce que les gouttes d'eau, c'est celles qui, en fait, remplissent les baignoires et inondent les voisins. Mais ce qui veut dire, c'est qu'on ne les arrête pas, les gouttes d'eau. Donc, j'ai effectivement décidé de faire la théorie des gouttes d'eau. Et en fait, j'ai fondé, on va aller un tout petit peu plus loin, Eyes on Talents. Eyes on Talents aujourd'hui est la première plateforme digitale qui permet aux créatifs d'être visibles, où qu'ils soient dans le monde. Aujourd'hui, nous avons commencé, nous sommes autofinancés pour rester effectivement avec notre liberté. Nous couvrons toutes les disciplines créatives visuelles et nous avons effectivement la conviction qu'en rendant les talents visibles, nous redonnions le pouvoir à l'opus d'un côté, à l'œuvre, à ceux qui ont ce talent, et à ceux qui peuvent décider de ne pas avoir d'intermédiaire et de pouvoir avoir accès directement à ces talents. On va passer au slide suivant et à ce slide-là. Ici, grâce à Eyes on Talents, nous faisons également nos propres awards pour récompenser des personnes et des créatifs que nous trouvons exceptionnels. Ici, nous avons fait notre premier Innovation Award
pour pouvoir dire que, dans l'occurrence, c'est dans la mode, et nous travaillons les catégories de la photographie, du graphisme, du design industriel, que dans le domaine de la mode, on pouvait avoir un impact, on pouvait non pas être juste sur l'apparence, mais on pouvait avoir un rôle social. Nous avons remis notre premier Innovation Award à Angela Luna. Au même moment, quelques instants avant, on venait de lui remettre le Designer of the Year de la magnifique école Parsons à New York. Alors, elle était déjà très talentueuse, elle était déjà visible, elle est devenue encore plus visible. Et nous avons voulu effectivement que sa voix soit, et le message qu'elle porte, puisque ce travail, qui est son travail de graduation, est sur la crise des réfugiés syriens. Donc cette jeune femme a pensé, a imaginé et a dédié son travail d'études et de diplôme à comment aujourd'hui des personnes qui ont tout perdu pouvaient se protéger, pouvaient vivre et pouvaient être accompagnées par le vêtement. Angela Luna a été invitée par le Forum de l'économie positive grâce à cette visibilité. Et je voudrais qu'elle se lève puisque je vois qu'elle est là et qu'on l'applaudisse très très fort. Merci d'être venue et cela montre que la créativité est aujourd'hui au cœur de la société et peut effectivement changer le monde. Donc juste pour terminer, voilà dans l'année 2016 ce sur quoi nous avons travaillé dans le domaine de la photographie, dans le domaine du design, dans le domaine de la mode, dans le domaine du graphisme. Nous serons les partenaires bientôt de la fête du graphisme en janvier à Paris, pour donner de la visibilité et aussi pour rendre le monde plus beau. Parce que la bonne nouvelle, c'est que je n'ai jamais vu des sociétés, des entreprises qui soient finalement des grands succès en faisant des produits laids. Et quand vous pensez effectivement à l'eau d'Évian, de l'eau plate, pourquoi est-ce qu'on demande de l'eau d'Évian, si ce n'est parce qu'il y a cet imaginaire qui a été fait grâce à des créatifs? Pourquoi est-ce que Fiat, qui allait si mal, s'est redressé et a pu racheter Chrysler, si ce n'est effectivement grâce à ces nomades intellectuels et à ces créatifs qui n'ont pas eu peur de leur talent et qui ont inventé des couleurs de vernis à ongles à mettre sur ces voitures? Et bien sûr, on sait bien le succès d'Apple, qui n'a jamais été le premier à inventer la technologie, mais qui, grâce à cette composante, a toujours réussi à conserver effectivement une valeur d'affect vis-à-vis de nous. Donc, c'était le message que je voulais partager avec vous. En tout cas, ma goutte d'eau, et je voulais encore remercier tous les créatifs de l'inconfort qu'ils nous apportent, de leur nomadisme sur lequel ils nous entraînent à vivre. Et je pense qu'au-delà des créatifs qui ont le talent d'être créatifs, je pense que je voudrais appeler aujourd'hui à être juste des créatifs, des personnes qui pensent créativement, c'est-à-dire des personnes qui pensent que nous sommes dans un monde qui est aussi à inventer et pas simplement effectivement un monde qui doit se faire dicter sa façon d'être ou de faire par les siècles passés. Voilà, Joyce. Merci. Joyce Ventura, que vous inspire ce nomadisme créatif? Moi, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce forum, vous remercier, vous, d'être dans la salle, et vous dire que je suis très heureuse d'être ici parmi vous, parce que je suis donc réalisatrice, productrice colombienne, et j'ai adopté un peu la France comme mon pays de cœur, parmi plein d'autres pays. Je vous expliquerai pourquoi. Et je suis arrivée en France, justement, avec ma famille, par le paquebot Liberté, il y a très longtemps. Entre New York et je suis arrivée par Le Havre, c'est-à-dire par cette belle ville. Je suis arrivée en France, je devais avoir pas plus que 7-8 ans. Je ne vous dirai pas combien de temps ça fait. Ça fait très longtemps quand même.
Donc, je suis très heureuse particulièrement d'être ici. J'ai pu parcourir un peu la ville, revivre ces moments. Évidemment, ça a beaucoup changé et je dois vous avouer que je n'ai pas trop la mémoire. Mais si, j'ai une mémoire émotionnelle très, très forte parce que ça a été mon premier port, cet Havre. Donc, merci beaucoup et je suis très heureuse d'être là. Quand on m'a proposé de parler sur demain, nous serons des travailleurs nomades, je ne suis pas économiste. J'avoue que j'ai traduit ça en espagnol, qui est ma langue maternelle, et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire des travailleurs nomades? Moi, je connaissais un peu au paléolithique, néolithique, les nomades, les bergers, l'agriculture, etc., les sédentarismes, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai quand même consulté plusieurs économistes prestigieux dans mon pays, et ils ne savaient pas non plus. Donc, je me suis mis un peu à divaguer sur cette notion de travailleurs nomades. Et j'ai demandé même à Isabelle, elle m'a dit bah, c'est ce que tu fais dans le cinéma. J'ai dit bah, voilà. Alors malheureusement, moi je suis plus une femme d'image que de parole, mais je vais vous raconter mon histoire un peu personnelle sur ce que c'est mon travail nomade. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Floriane sur le travail, moi j'ai la chance d'avoir un travail qui est plutôt un hobby plus qu'un travail, parce que je fais un métier qui me passionne et je peux travailler autant de temps que je. Pour moi, c'est un bonheur de travailler dans le cinéma. Donc voilà, c'est pas un tourment. Et effectivement, le cinéma comme tel, c'est quelque chose qu'on fait partout dans le monde, avec des gens qui viennent de partout dans le monde, avec des histoires qui sont, on les veut plutôt universelles, même si elles sont locales. Et on travaille donc effectivement partout. Et puis après, on doit vendre, parce qu'aucun marché pour le cinéma est suffisant. Donc, on doit vendre ces produits-là, ces films-là. Donc, on essaie de se trimballer partout dans le monde et d'amener nos films pour les vendre. Donc, je suis effectivement une travailleuse nomade. Je suis venue ici aussi pour ce forum avec des Indiens Kogi, qui sont des Indiens de la Sierra Nevada de Colombie. Et justement, je discutais avec eux dans l'avion. Nous sommes arrivés avant-hier de Bogota, encore des nomades. Et je discutais avec eux, je leur disais, parce que je suis en train de faire un film sur la vieillesse et sur la mort, et je leur demandais qu'est-ce que c'était pour eux la mort. Et alors ils me disaient, pour nous, la mort, c'est une espèce de réincarnation, mais pas du corps, c'est une réincarnation un peu de l'esprit, de l'âme, et ça se réincarne dans les 4 forces de la nature, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air et l'eau. Et chacun prend, je ne sais pas dans quel choix. Mais définitivement, je disais, mais moi, c'est l'air. Je suis vraiment... pour moi, c'est l'air. J'ai besoin de voler. Je reprends un peu la phrase de Verlaine. Quand il parlait de Rimbaud, il disait « l'homme aux semelles de vent ». Et moi, je suis définitivement la femme aux semelles de vent. Donc, pour reprendre un peu cette image des Indiens Kogi. Et voilà, donc... ce n'est pas étonnant que j'ai choisi un métier comme le cinéma qui me rend très heureuse de pouvoir travailler dans le monde entier et de bouger dans le monde entier. Quant au futur, on posait la question, je pense que c'était plutôt sur une question, est-ce que nous serons des travailleurs nomades? Je pense, comme l'ont dit déjà les intervenants précédents, nous sommes tous des nomades. Et moi, particulièrement, je me suis nommée une nomade génétique parce que je viens d'une famille qui a été nomade depuis des années et des années. C'est un peu comme le juif errant. J'avais un père qui était né en Afrique du Sud de grands-parents. Mes grands-parents étaient turcs. Et une mère qui est née au Mexique de grands-parents grecs. Et je suis donc moi-même née en Colombie. Donc je suis génétiquement nomade. Et je suis très heureuse de l'être. Je pense que les voyages, les rencontres enrichissent l'esprit, enrichissent l'être humain, nous connaître, nous respecter. En nous connaissant, on apprend à se respecter. Et plus que, oui, c'est le respect, je ne dirais pas la tolérance, mais le respect. C'est connaître l'autre et pouvoir l'aimer ou pas l'aimer, mais le respecter. Et maintenant, avec la globalisation, effectivement, nous serons tous de plus en plus nomades sédentaires ou nomades voyageurs, mais nous serons tous certainement nomades.
je viens aussi d'un pays où malheureusement nous avons des taux qui sont douloureux. Nous sommes le pays où il y a le plus de réfugiés forcés. Nous avons presque 7 millions de personnes qui sont nomades dans leur propre pays, qui sont obligées de survivre. C'est le pays au monde où il y a le plus, même plus que la Syrie qui est en guerre. Enfin, c'est des chiffres absolument alarmants. Nous espérons que maintenant, avec le processus de paix que nous vivons, ça va s'améliorer, parce que autant je suis une voyageuse, une nomade par choix, par bonheur, par génétique et par bonheur, autant c'est très douloureux les nomades qui sont forcés. Et donc, comme je vous ai dit, moi, je suis plutôt une femme d'image que de parole, mais je voudrais conclure cet espace par une phrase de Blaise Pascal du XVIIe siècle, en parlant du futur, sur laquelle je m'identifie complètement. Il dit, au XVIIe siècle, « La liberté du nomade, c'est cette possibilité de se regrouper ou de se séparer, de se rencontrer ou de s'éviter sans commettre un acte inamical. C'est toujours laisser derrière soi une porte d'autant plus ouverte qu'il n'y en a pas. » Donc je laisse sur cette pensée en disant, si c'était du XVIIe siècle, nous serons certainement tous des nomades. Merci Joyce. Comme on a un peu de temps, j'ai 2 ou 3 questions pour vous trois. Déjà, un petit point sémantique. Il me semblait que travail, ça venait aussi du latin trepalium, qui est un instrument de torture, ce qui est encore moins joyeux. C'était la minute Maître Capello-Vici. Est-ce que vous faites une différence entre mobilité et nomadisme? Si oui, laquelle? Pour ça, Xavier. Oui, complètement. La mobilité, le déplacement se fait dans des tas de configurations différentes. C'est quelque chose de très, très générique. Le nomadisme, et je ne vais pas reprendre dessus parce que la phrase qui vient d'être dite est totalement exemplaire sur la définition du nomadisme. Le nomadisme, c'est à la fois cet état d'esprit, mais c'est aussi une définition qui est le nomade, c'est quelqu'un qui a besoin perpétuellement de se déplacer pour réaliser sa vie, ce qui est différent de la mobilité. L'exercice du nomade, le nomade, c'est vraiment celui qui doit passer d'un lieu à l'autre pour exercer son activité. Donc c'est différent. Le nomadisme est plus générique. La mobilité est plus générique. Floriane, même analyse? Je ne sais pas si c'est quelque chose de très très brillant à ajouter après ce qui vient d'être dit, parce que ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est sur le futur. Soyons préparés simplement à tous à être des nomades. Peut-être que si l'on remonte très complètement autrefois, nous étions d'ailleurs tous des nomades physiques. Et effectivement, nous avions tous besoin de vivre de pâturage en pâturage et pour la nourriture. Donc nous étions tous des nomades avant même d'être sédentarisés. Donc je voudrais juste peut-être penser qu'il faut reprendre cet esprit-là de se dire qu'aujourd'hui, dans ce siècle, préparons-nous à avoir une élasticité mentale. Ça ne veut pas dire que l'on n'est pas construit par toute une histoire. Et même toi, Joyce, qui est un nomade génétique, tu sais exactement les différents pays. Donc ça ne veut pas du tout dire éraser le passé, au contraire, mais ça veut dire simplement avoir cette élasticité intellectuelle à l'autre et à effectivement ce que l'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, moi je prends le nomade comme la personne qui, en fait, ne savait pas forcément où l'ailleurs allait l'emmener. Donc, je voudrais reprendre en tout cas cet esprit et dire que ce siècle, effectivement, doit être marqué par cet esprit et par la tolérance, puisque à partir du moment où on ne sait pas ce que l'on va découvrir, par cette tolérance par rapport à l'ailleurs. Autre question, vous disiez, Joyce, je suis obligé de, entre guillemets, de bouger pour vendre mes films, pour vendre mes œuvres. Le nomadisme, en fait, c'était chercher un ailleurs meilleur. Le nomadisme moderne aujourd'hui, c'est trouver là où on gagne finalement peut-être mieux sa vie ou d'une meilleure façon. Qu'est-ce qui motive le nomadisme? C'est pas des raisons purement alimentaires, tout simplement? Purement quoi, pardon? Alimentaire, très basique. Oui, le travail. Généralement, c'est le travail.
même, pour moi, c'est un peu semblable, contrairement à ce que disait François, la mobilité, c'est une question de point de vue, mais c'est pareil dans le mouvement. Et c'est le point de vue de savoir si on est nomade par choix ou nomade forcé. Mais c'est un peu, je rejoins ce que dit Floriane, c'est de vouloir voir toujours un peu le verre à moitié plein et de vouloir s'adapter. Je pense que maintenant, nous avons des éléments pour pouvoir nous adapter beaucoup mieux. Déjà, toute la connaissance du monde entier, la globalisation, tout ça, l'Internet, évidemment, ça nous permet de mieux connaître et d'apprécier ou de respecter les cultures d'ailleurs et de pouvoir nous adapter à y vivre. Et je pense que oui, effectivement, quand une des plus importantes raisons de bouger, d'être nomade, c'est de chercher un meilleur emploi, de chercher un meilleur travail. Et je pense que oui, on va être forcé à le faire de plus en plus dans le monde entier. François-Xavier, le nomadisme, c'est aussi les gens qui sont forcés de quitter leur chez eux, c'est aussi les migrants, c'est aussi... c'est pas toujours pour des raisons, j'ai dit, reluisantes. C'est pas aussi la face cachée du nomadisme? Oui et non. Je pense que pour les gens qui sont forcés, il y a des mots qui sont autres, hein, comme le migrant, comme le déplacé. Hein. Je pense que le nomade, c'est une essence viscérale de l'homme qui date de son origine et que quelques millénaires ont sédentarisé et ont éjecté. Regardez les connotations que vous mettez sur les mots nomade, vagabond, migrant. C'est extraordinaire. Ce qui est pour moi une très grande... pour moi, le nomade, la personne qui bouge, la personne qui le fasse parce qu'il a besoin de vivre, parce qu'il a besoin de manger, parce qu'il a besoin d'art, parce qu'il a besoin de rencontrer, parce qu'il a besoin, c'est un besoin, il n'est pas simplement vital, le besoin. Regardez, les premiers grands nomades ont été des trouvères, troubadours et trouvères, au début de la Renaissance. Je crois que le nomade, c'est avant tout un état d'esprit, c'est celui qui s'épanouit autrement que dans la sédentarisation. Et ce qui est extraordinaire dans les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elles réouvrent cet esprit, c'est-à-dire qu'elles vous donnent la possibilité de se réouvrir dans cette migration positive sans être ostracisé. Hein, regardez ce qu'on a fait des mots. Gandhi n'est qu'un vagabond. Hein, c'est littéralement. C'est très fort. Donc je crois qu'on a à prendre conscience aujourd'hui que le monde a une opportunité extraordinaire, c'est de remettre le mouvement au cœur de sa vie collective. Et ça c'est un véritable enjeu. La sédentarisation, c'est ce qui marginalise, c'est ce qui exclut. L'étranger, ça n'existe que par rapport aux cités fermées. Vous allez dans un peuple nomade, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas de porte. On ne peut pas fermer la porte. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut qu'on intègre. On est dans un monde qui nous donne cette possibilité. Est-ce qu'on va être capable de la saisir ou pas? Et c'est vraiment très important parce que c'est viscéral à l'être humain. Il ne faut pas oublier qu'on vient tous d'Afrique et que si on n'avait pas été nomades, on serait tous encore sur ce continent-là, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez encore un Florian à rajouter? Merci beaucoup pour ces passionnantes interventions. Je pense qu'on peut vous applaudir. Et vous donner rendez-vous juste à côté, dans l'endroit Meet the Speaker. Et vous pourrez poser toutes les questions qui, je suis sûr, sont nombreuses. Juste à côté. Meet the Speaker, c'est juste à côté, à droite.